Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est face à un espèce de challenge d'un mur, un véritable mur, en fait, qui est en train d'arriver en Europe et aux États-Unis, qui est une problématique absolument immense de pénurie de main-d'œuvre. Là, on parle de pénurie de talent, mais je vais utiliser le mot qui est plus générique de pénurie de main-d'œuvre. On va être confronté à une immense pénurie de main-d'œuvre. C'est pour des raisons démographiques. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, Thibaut, on est ravi de recevoir notre expert du jour, Marco Vujasinovic. Je le prononce bien parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, Marco. CEO du groupe Clever Connect qui regroupe donc Météo Job, Visio Talent et HR Match. 120 salariés répartis sur 14 bureaux et 6 pays. C'est pas à jour, c'est plutôt 170. 170. Okay. D'abord, bonjour et puis merci de m'accueillir dans cette émission. Merci C'est Marco. avec un grand plaisir. Invité de taille, pas parce que 1m89, mais parce qu'un gros parcours et surtout on va en parler de cette évolution de Clever Connect avec différentes sociétés à l'intérieur. On a parlé de ses salariés, mais tout ce que ça apporte et du coup tout ce que vous avez réussi à anticiper par rapport aux besoins du marché, surtout des candidats et des entreprises. Mais pour revenir peut-être au fondement de l'histoire, Marco, comment vous est venue l'idée en fait de ce que les Français connaissent comme Météo Job? Météo Job, c'est quoi? C'est 2007? Alors, c'est la genèse, c'est de 2007, mais disons, ça a vraiment démarré en 2010. D'accord. Moi, je suis... Pleine crise. Alors, ouais, moi, je suis en fait au départ ingénieur. Bon, j'ai fait du conseil pendant un certain nombre d'années, puis après, je suis devenu entrepreneur donc, en 2000. Et j'ai fait une première boîte de logiciels dans le voyage. Et puis je cherchais un nouveau projet. Et donc, effectivement, en 2007, j'ai croisé des personnes qui bossaient pour le gouvernement dans une commission qui s'appelait Emploi Université et qui regardait un sujet qui était extrêmement important, qui était le placement des jeunes qui sortaient d'université. D'accord. Et en fait, on m'a dit, bon, on a 600 000 emplois non pourvus. En 2007, c'était le cas, 200 000 emplois non pourvus en France. Et on a tous ces jeunes qui sortent de l'université et qui peinent à trouver un travail, et en tout cas qui mettent en moyenne 3-4 ans pour trouver vraiment un CDI. Ils passent par plein de petits jobs, plein de CDD, d'intérim, etc. Mais ça met 4 ans. On a aussi un taux de chômage de 25% des jeunes en sortie d'université, etc. Et donc, voilà, je regardais d'autres sujets. J'avais regardé d'autres territoires pour faire ce nouveau projet, et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant de créer des systèmes, des solutions pour essayer d'apporter de la performance dans le rapprochement entre des offres d'emploi et des personnes, et donc de créer un système de matching. Est-ce que c'est pas plus simple finalement de ne pas être du secteur RH? C'est pas du tout plus simple, mais ça permet effectivement d'avoir un regard complètement différent. Oui, le regard neuf finalement et pas la tête dans le guidon pour anticiper les évolutions du marché. C'est vrai qu'on a été avec MétéoJob.com, on était précurseur en fait, pas qu'en France, mais au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les premiers systèmes en fait de matching, c'était les premiers sites d'emploi Tinder de l'emploi, c'est voilà, ça. Et qui étaient on affichait un soleil. On disait c'est le mythique de l'emploi avec ça. Quand l'annonce était vraiment en phase. Pour rappel, on Mais- affichait un soleil quand l'annonce était vraiment en phase avec ce qu'était le profil du candidat à l'époque. Exactement. Et puis, mais c'était vraiment, enfin, à l'époque, il y avait très peu d'investissement dans la tech RH. Ouais. Donc on était un des premiers acteurs, même aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, c'est qu'en 2011-2012, il y a une boîte qui s'est créée qui s'appelait Bright.com, qui faisait aussi un système de matching, qui ensuite a été racheté par LinkedIn, et ça datait de 2012. Et en fait, il y avait peu de tech en fait dans les RH, tout simplement parce que c'est un écosystème avec aussi peu d'ingénieurs. Donc en fait, les gens les DRH, même les gens dans les grandes sociétés de placement, d'intérim, c'était des gens qui étaient plutôt avec des profils commerciaux, mais pas des ingénieurs. Les fondateurs, les créateurs de ces boîtes, c'était pas des ingénieurs. Donc en fait, c'est quand même un domaine qui était un peu à l'écart de la technologie. Et tout ça est resté très à l'écart de la technologie jusqu'à 2015 à peu près. Et en 2015, il y a eu un déclic, il y a eu un basculement.
et vous avez suivi, il y a eu des centaines et centaines de startups qui se sont créées de tech RH. Le basculement, en gros, a coïncidé plus ou moins avec le succès de LinkedIn. C'est-à-dire que quand LinkedIn a eu cet immense succès, puis le rachat de Microsoft, cette démocratisation du moins française. Ça a surtout lancé l'investissement. Ça fait qu'il y a eu énormément d'argent. L'argent est arrivé dans les RH. Qui est arrivé dans les RH et qui a permis de créer tout cet écosystème de start-up et de tech RH. Bon, on le rappelle, puisque justement on parle de start-up, Visio-Talent, c'est quoi? C'est arrivé à ce moment-là. On se dit, tiens, il y a une innovation et je vais anticiper le marché pour proposer quelque chose de nouveau. Alors ça, c'était dans l'histoire, c'est autre chose. Nous, on était très très avancés dans le matching sur la base ce qu'on appelle des hard skills, sur ce qu'il y a dans les CV, puisque dans MethoJob, on analyse les CV, on analyse les offres d'emploi, on essaie de rapprocher donc sur la base de ces hard skills. Mais bien évidemment, dans un recrutement, il n'y a pas que les hard skills, et puis il y a à peu près un tiers des jobs même où finalement les soft skills sont beaucoup plus importants que les hard skills. On revient aux hard skills. Alors, il y a un courant là qui actuellement revient vraiment sur. Mais en tout cas, ça dépend des jobs. Des jobs, des secteurs, des jobs, etc. Parce qu'on parle de l'emploi, mais l'emploi c'est une variété de jobs, une variété de contextes. Donc on ne peut pas tout à fait. Mais donc schématiquement, il y a effectivement un certain nombre de jobs où les soft skills sont absolument fondamentaux. Et voilà. Et donc, en fait, nous, on avait commencé à penser à développer une application vidéo, d'entretien vidéo différé, mais on ne l'avait pas encore faite. Et tout à fait par hasard, j'ai croisé un des fondateurs de Visio-Talent, qui était d'ailleurs venu me voir pour me vendre en fait Visio-Talent pour faire nos propres recrutements. Pour faire nos propres recrutements. Donc au milieu de l'été, il est venu me voir et il m'a dit Marco, on a une super solution pour vos recrutements, la vidéo, l'entretien vidéo différé, etc. Et puis j'ai croisé cet entrepreneur qui était Gonzague Lefebvre, qui avait 26 ans, qui était un garçon que j'ai trouvé exceptionnel, qui était à la fois un start-upper avec une ambition génial et en même temps qui avait beaucoup les pieds sur terre. Et j'ai trouvé que nos projets étaient hyper complémentaires. Donc après l'entretien, je lui ai proposé qu'on se rapproche. Il n'a pas tout de suite voulu d'ailleurs. Ça a pris un certain temps parce qu'ils étaient dans leur trip, dans leur propre projet. Mais au bout de 6 mois, finalement, on a décidé de rejoindre les deux projets et de créer ensemble Clever Connect. Et avec aussi l'ambition de faire un projet qui n'est pas que français, un projet mondial. Et d'ailleurs, c'est toujours ma vision, c'est que je pense que, moi, ce que j'aimerais, c'est faire émerger un leader européen. Vous savez que dans notre domaine de la tech RH, il y a beaucoup d'Américains, comme dans beaucoup de domaines de la tech. Et moi, je pense qu'il y a la place et l'ambition pour un leader européen. Mais il y en a beaucoup qui le pensent, mais il n'y a pas grand-chose. Et donc, dans l'esprit, je suis dans l'esprit de rapprocher des boîtes, rapprocher des savoir-faire pour effectivement créer ce leader. Donc un jour, ce leader, vous êtes convaincu que ça sera possible. C'est vrai que c'est largement pris aujourd'hui par les Américains. Et donc à moyen terme, comment vous voyez les 10 prochaines années justement sur le recrutement? Quelle est votre vision des choses? C'est intéressant de voir, vous qui avez connu finalement la création en fait en période complexe, certainement beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. On a appelé ce moment une crise, mais c'est pas vraiment une crise par rapport à ce qu'on a connu en 2007 ou 2008. Comment vous voyez les choses sur les 10 prochaines années, jusqu'à 2030? Alors, d'abord, tout le monde sait que les recrutements, ça a toujours été important pour les entreprises, que les entreprises, ça se fait avec des personnes, et que c'est déterminant. La qualité des recrutements, les personnes qu'on recrute, c'est ça qui fait le succès des boîtes. Donc ça, tout le monde en est conscient. Peut-être ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est face à un espèce de challenge d'un mur, un véritable mur en fait, qui est en train d'arriver en Europe et aux États-Unis, qui est une problématique absolument immense de pénurie de main-d'œuvre. Là, on parle de pénurie de talent, mais je vais utiliser le mot qui est plus générique de pénurie de main-d'œuvre. On va être confronté à une immense pénurie de main-d'œuvre. C'est pour des raisons démographiques, essentiellement. Pour donner des exemples... Pourquoi on a le sentiment que ça s'accélère depuis la fin du Covid? Alors, on ne parlait pas autant de pénurie. Alors, déjà parlons des 10 prochaines années, et puis après il y a un phénomène plus spécifique qui est actuel, qui est post-Covid. Mais sur la partie plutôt macroéconomique, pour donner un exemple, vous savez que la population européenne va décroître. En Allemagne, par exemple, on va perdre 4 millions d'actifs dans les 10 prochaines années. 4 millions d'actifs en moins.
Donc, je ne sais pas si vous voyez l'immensité du problème. Donc, c'est vrai pratiquement dans tous les pays en Europe. Ça ne sera pas vrai en France parce que la population française continue à croître. On est à 3 pays dont la population croît, c'est la France, l'Angleterre et l'Irlande. Mais néanmoins, cette population, elle ne croît pas partout en France. Donc, il y a en gros la moitié des régions qui aussi vont perdre des actifs. Donc, et aux États-Unis, on a aussi ce phénomène, une croissance démographique, mais moindre que dans les 30 dernières années, qui fait qu'on n'a pas assez d'actifs par rapport à la croissance américaine. Et donc, on est en train de rentrer dans quelque chose qui est très positif pour les personnes, puisqu'en fait, on aura des taux de chômage extrêmement faibles. On sera sur des taux de chômage de 3-4%, comme c'est le cas dans l'ensemble de pays d'Europe du Nord, un peu partout en fait. Donc ça sera positif. Il y aura peu de gens qui seront sur la route, sur le côté de la route, pardon. Mais pour les entreprises, ça sera extrêmement difficile. Donc ça, c'est vraiment, on s'oriente vers ça. Et d'ailleurs, il faut que les entreprises françaises réalisent que ça existait déjà en Allemagne. Est-ce qu'il y a une anticipation là, des entreprises je pense qu'il y a toujours un petit peu de retard. Donc, pour donner un exemple, les entreprises allemandes, qui sont déjà un peu dans ce contexte de pénurie depuis 10 ans, puisque le taux de chômage en Allemagne était en gros de 4%, dépensent à peu près 3 fois plus en recrutement que les entreprises françaises. D'accord ? Donc, évidemment, ça va coûter cher, entre guillemets, pour les entreprises. Bon, alors, en plus de ça, on a là actuellement un phénomène post-Covid qui est lié à 2 choses. Un rattrapage tout simplement économique, puisque cette année, donc, on a un taux de croissance de 6%, l'an prochain, on aura un taux de croissance de 4%. C'est des taux de croissance qui sont exceptionnels, qui sont extrêmement élevés. Donc tout ça entraîne énormément de recrutement. On a, par exemple, actuellement, entre 900 000 et 1 million d'offres d'emploi chaque jour proposées en digital, sur le web. Si on prend alors que combien en gros, le COVID, pic pré-Covid, qui était en gros 2019, qui était le pic de tous les temps, on était autour de 650 000. D'accord. Donc on est 50% plus de demandes de recrutement que pré-Covid. Donc il y a un rattrapage économique et il y a un deuxième phénomène qui va s'écouler, à mon avis, encore pendant 12 à 24 mois, qui est une sorte d'accélération des turnovers. On parle même dans certains pays de tsunami de turnover. Donc il y a des boîtes, alors c'est pas qu'en France. J'allais dire, mais dû à quoi ? Une prise de conscience le Covid a effectivement rebat les cartes. Ça a vraiment conduit à une introspection extrêmement importante de tous les collaborateurs et avec toutes sortes de conséquences. Des gens qui veulent changer de région, ça on le sait, mais c'est pas forcément tout le monde. Alors pas tous, mais typiquement, tous les métiers de la restauration, ça a été un exemple complètement représentatif. Là. Qu'on touchait pendant un moment donné à un autre métier. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là qui travaillaient dans la restauration sont venus travailler dans la grande distrib. Et qui aujourd'hui, dans la grande distrib, se sentent très bien, par exemple. La restauration, c'est un métier qui est passionnant, mais qui est un métier très difficile, avec des horaires décalés, etc. Alors on parle de la restauration, mais je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un énorme problème actuellement de logistique, de fret, mais c'est la raison pour laquelle on a un problème de fret, c'est parce que on a des problèmes de salariés dans les grandes compagnies maritimes mondiales, parce que pendant le Covid, ils se sont séparés en fait de tous les gens qu'ils employaient, qui étaient souvent des gens qui venaient des Philippines, enfin, etc. Donc dans ces compagnies-là qui venaient de 2 pays. Ces gens sont revenus chez eux et finalement, ils se sont dit, bon, même si on gagne moins d'argent, on vit mieux. Et donc, les compagnies maritimes ont énormément de mal aujourd'hui à tout simplement faire tourner leurs bateaux. Ouais. Voilà, donc ça concerne pas mal de secteurs. Donc, il y a eu effectivement des gens qui ont décidé de changer de métier. Et puis, il y a aussi un éloignement des employeurs, des équipes, qui font qu'il y a des gens aussi qui ont aussi envie de changer d'entreprise, qui ont envie de changer d'équipe, enfin voilà, donc on a toute une série... C'est une révolution intellectuelle, il y a eu une révolution industrielle, il y a eu une révolution digitale dans le monde du travail. Aujourd'hui, on est sur quoi ? On est sur une révolution intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez on entend ici ou là que les candidats mettraient le travail au second plan ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la prise en compte d'abord de sa propre vie et ensuite... Non, je ne pense pas qu'ils mettent
Plus, parce que c'est déjà un phénomène qui était, je pense, qui était en cours Alors, avant le ce qu'il y a Covid. d'incroyable sur le Covid, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un phénomène en fait qui Ouais. s'est accéléré, on dit c'était déjà Ça en cours existait, avant. c'est vrai. C'est quand même assez hallucinant. Et tous les sujets sont comme ça. Ouais. Mais au final, il y a quand même une prise de conscience, non? Je crois que c'est surtout. C'est comme si on avait peur en fait de dire ouais, il y a un changement. Non, mais Je suis assez d'accord avec toi sur ça. C'est comme si on avait peur de le dire. En fait, on l'avait tous. C'est comme si on l'avait tous au fond de notre tête, Ouais. mais que là, d'un coup, il y a une révélation. Disons qu'il y avait toutes ces envies, On se l'autorise. en fait. ces envies, mais effectivement, les gens se sont autorisés et puis ils ont eu beaucoup d'éléments de temps pour réfléchir, pour se poser. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a finalement beaucoup de gens. On savait que par exemple, quand on interrogeait les gens avant le Covid, on avait quand même un tiers des gens qui spontanément voulaient changer de métier. Quand vous faisiez des sondages, Ouais. les gens vous disaient il y C'était a un inquiétant, tiers quand même. changer de métier. Quand vous avez des sondages, en fait, Donc ouais, ça a été quoi l'étincelle en fait? c'est l'étincelle, voilà, c'est le déclic. Ouais. Mais quand vous faisiez les sondages également, en fait, il y a 3-4 ans, en France, en Allemagne, aux États-Unis, sur est-ce que vous êtes heureux dans votre job, il y avait la moitié qui disait non, Hmm. déjà. Donc, c'est pas donc ça rien, n'allait ouais. pas. Mais simplement, c'est vrai que les gens, en fait, beaucoup de gens sont dans leur train-train, etc. Et il faut des déclics pour que ça enclenche. Et donc, on a un phénomène donc de turnover. Et dans certaines boîtes, il y a 40% de turnover. Et pas qu'en France, c'est la vrai, vitesse, même en Australie, par exemple. Ouais, donc ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que ce tsunami de turnover va finalement faire un effet boule de neige et que tous les gens en fait qui ne s'autorisaient pas à changer de job vont s'autoriser à changer de job et qui plus est même intrasecteur. C'est ça? Exactement. Donc ça fait en fait une période des 24 prochains mois entre le rattrapage économique, ce tsunami de turnover qui est une période excessivement Donc ouais, difficile. en fait, c'est-à-dire qu'un mec qui recrute aujourd'hui une personne, doit être en capacité de se dire, changer de mindset et se dire, je vais obtenir des CV qui correspondront pas forcément à ce que j'ai reçu hier, parce qu'il y a des gens qui ont changé de poste, qui se sont donné les moyens et l'envie de changer de poste et de secteur. Donc, il faut que le recruteur en face se dise, il faut que je sois ouvert à recevoir de nouveaux profils qui correspondent pas forcément à ce que je recevais hier. Mais ça, c'est un élément extrêmement important, c'est la partie motivation et la partie donc motivation des personnes. Je pense Il que va y c'est un avoir envie, critère ce que je veux dire, extrêmement c'est- important Ouais. pour le recrutement qu'on a tendance à sous-mesurer Ouais, c'est vrai. et la capacité des gens d'apprendre. Parce que en fait, on est dans les boîtes aujourd'hui en évolution permanente, donc en fait, il faut que les gens s'adaptent, il faut que les gens apprennent des choses. Et donc ces éléments-là, ils sont très très importants. Alors, effectivement, la partie hard skills qu'on a fait dans le passé, ça peut être intéressant, peut-être critique si par exemple vous recrutez quelqu'un Ouais. qui a des expertises que vous n'avez pas dans l'entreprise, donc vous avez bien besoin de quelqu'un qui apporte ces expertises. Mais si vous les avez déjà, il vaut mieux en recruter des gens qui ont la capacité d'apprendre, de monter en compétences. Et ça va être de toute façon absolument critique dans ce monde de demain qui est un monde de grande pénurie. Mais là, est-ce qu'on s'oriente pas sur des prises de décision, des entreprises en fait qui stratégiquement, quand ils vont réfléchir, à la fin de leur grande réflexion de stratégie, vont se dire bon, on va augmenter les salaires. En termes de solutions, en Mais termes ça, de en fait, solutions hyper basiques à la fin de la réunion, bon, voilà, on va Alors- augmenter les salaires. J'entendais ça notamment en fait dans la restauration. Est-ce que finalement ça va pas être des décisions qui vont être ultra basiques comme ça? Alors bien sûr que ça en fait partie, c'est le panel, mais est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer le job aujourd'hui? Et notamment en fait dans la restauration, est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que c'est impossible aujourd'hui de se dire que les horaires décalés, on peut faire autrement? Est-ce que c'est voilà, Si, est-ce qu'il il y a pas des réflexions, est-ce il qu'il y a n'y a des pas des réflexions, solutions à ce oui, niveau-là? tout à fait, il y a des réflexions ou des choses qui se font aujourd'hui, y compris dans la restauration, pour essayer de s'adapter. Ensuite, sur la partie salaire, je ne pense pas que, je dirais que on puisse driver en fait, garder les gens uniquement par le salaire, mais Oui, c'est pas comme mais, le mais, motif, mais, c'est mais pas c'est seul. un élément, un paramètre de toute façon dans l'équation. Ça fait C'est plusieurs dans- jours en tout cas qu'il y a un dans- focus dans les médias qui est fait sur les salaires, comme si les salaires allaient régler les choses, quoi. Non, mais en fait, on parle des salaires parce qu'en fait, bon, il y a quand même, semble-t-il, le retour de l'inflation. Là, en tout cas, on a Mesuré pour l'instant, mais si, on a des indications, par exemple, en Allemagne, là, le chiffre de l'inflation sur un an, c'est 4%. Donc c'est beaucoup plus élevé qu'habituellement. Donc évidemment, si vous avez 4% d'inflation, vous ne pouvez pas avoir une augmentation
moyenne des salaires de 2% ou 3%. Ouais, Donc on est quand même clairement, on arrive sur la fin de cette année sur quand même une problématique d'augmentation des salaires qui est connectée à la fois certes à la pénurie, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens les boîtes vont être obligées de payer plus cher pour recruter certains profils et donc ça quand même génère une pression pour l'augmentation des salaires même pour les collaborateurs en place parce qu'on ne peut pas avoir des écarts très très importants. On a souvent parlé de la nécessité de communiquer sur les salaires, une fourchette de salaire. Est-ce que chez Clever Connect aujourd'hui, vous êtes en capacité de nous dire que les entreprises qui communiquent sur les salaires versus celles qui ne communiquent pas sur les salaires pour le même job obtiennent plus de Alors CV? ce qu'on sait, c'est que quand on met le salaire, on a plus de retours. Voilà, écoutez-nous tous, hein, parce que c'est. Donc on a effectivement, à peu près 2 fois plus de retours quand on met les salaires sur des offres d'emploi que quand on met pas. Quand on met Et pas quand on met le les mot salaires. télétravail, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand on met, une autre question, mais effectivement. sur le télétravail, clairement, disons que ça parle clairement très fortement à peu près un tiers des personnes. Donc ça va être un critère très très important pour un tiers des personnes. Dans certains... Les fonctions support, les métiers de bureau, etc. Important, voire obligatoire. Ça, c'est en fait, disons, de manière générale, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. Et après, dans certaines fonctions, par exemple dans l'informatique, etc., nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près maintenant 30% des informaticiens qui demandent à travailler ce qu'on appelle en full remote. Donc, Ça, on l'accepte parce que c'est des postes pénuriques. On l'accepte parce que c'est des postes pénuriques. C'est incroyable, mais c'est exactement ça. Ça a beaucoup d'impact, à nouveau, par contre, sur les rémunérations, parce que vous savez que, en fait, alors c'est un autre sujet du remote, etc., de toute cette mutation, c'est que, classiquement, pour des raisons d'ailleurs de coût de la vie, tout simplement, il y avait des différences importantes de rémunération entre l'Île-de-France et les régions. À peu près, disons, 20% de différence. Mais maintenant, dans l'informatique, ça ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas avoir des informaticiens qui sont, je sais pas, à Bordeaux, payer 20% de moins qu'à Paris, puisque de toute façon, celui qui est en Lozère, il peut travailler en full remote pour une boîte parisienne. Donc en fait, il va y avoir une augmentation des salaires sur, en fait, en région. Bien sûr. Dans un certain nombre de domaines pour voilà. Donc la carrière finalement devient géographique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on commence à localiser en fait des jobs. Peut-être qu'on peut imaginer demain retrouver justement des développeurs plutôt en Lozère qu'ailleurs. Peut-être que demain, on peut imaginer des cadres commerciaux dans telle ou telle région. En tout cas, il y a un exode. Enfin, clairement, on l'entend, même si on n'en entend pas vraiment parler dans les médias de cette manière. On voit bien, en parlant avec nos amis, etc., que beaucoup c'est une énorme chance, projets. en fait, toute cette mutation, c'est une énorme chance pour la France, parce qu'en fait, on avait quand même on avait comme un gros bug, c'est un très gros reset, bug qui était la centralisation. On était sans doute quasiment le seul pays dans le monde. Je dirais même en Espagne, ils ont moins Madrid et Barcelone. C'est vrai. Donc, on était quasiment le seul pays qui était autant centralisé. Et donc, c'est vrai que clairement, là, c'est une énorme opportunité pour aller vers une France beaucoup plus décentralisée en termes de job, en termes de décisions, etc. Et rééquilibrer tout ça. Donc si on récapitule, on est d'accord qu'on vient de se dire tsunami du turnover. Un développeur qui peut être en Lozère, est-ce qu'on est d'accord avec le fait que tout ça, ça va exacerber la concurrence? Oui, alors, ce qui inquiète pas mal d'ailleurs au passage les syndicats, c'est que eux, ils ont un regard peut-être un peu différent, c'est de se dire, mais en fait, ça veut dire qu'en fait, la concurrence, elle est en France, mais elle est peut-être aussi maintenant avec des gens qui seraient en remote, mais à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la télémigration. Est-ce que finalement, ce mot un peu venu il n'y a pas très longtemps, qu'on commence à voir de temps en temps dans certains articles, la télémigration, est-ce que vous y croyez? Est-ce que pour certaines tâches, en fait, c'est quelque chose qui peut devenir une norme, une règle, en fait, pour certaines entreprises? À partir du moment où c'est moins cher, on y va, non? Alors, je pense que on va peut-être dans certains, bien sûr, mais dans des proportions. Enfin, je pense que le monde va pas fonctionner uniquement en télétravail full. 100%. Est-ce que les outils qu'on a tous mis en place pendant le télétravail ne nous permettent pas aujourd'hui justement d'aller embaucher quelqu'un plus facilement en dehors des frontières? Ça permet de le faire, mais je pense qu'une entreprise qui a que des gens
qui sont uniquement en distanciel et qui ne se rencontrent pas physiquement, c'est quand même assez compliqué. Mais la rencontre, Ça- elle se fait par visio aujourd'hui, ça fonctionne. C'est pas tout à fait pareil. Ouais. On a quand On même... arrive plus vite dans le sujet. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui sont en télétravail, ça ne On veut pas parle dire de qu'il ne vie peut pas sociale. y avoir beaucoup de gens qui sont une partie de leur temps en télétravail, etc. Mais il faut quand même des moments, si vous voulez créer une vraie culture d'entreprise, où les gens se revoient, se rencontrent, où ils créent des liens, et c'est quand même pas tout à fait pareil, enfin en tout cas de ce qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, est-ce que ça n'ajoute pas de nouveaux critères? Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais d'adaptabilité, d'adaptation des candidats à ce C'est processus. intéressant, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis, parce que en fait ça me fait penser, je ne sais pas si les entreprises ou si on analysait en gros quelles sont les caractéristiques. En tout cas, je dis qu'il y a des super profils qui en temps normal sont très bons et qui peut-être en période de full remote, quand je dis période, en tout cas dans des entreprises en full remote, s'avèrent ne plus être les aussi bons profils qu'on a connus en temps normal. Ouais, la difficulté effectivement, et c'est vrai que ça c'est un sujet très très important, très intéressant, c'est qu'il y a effectivement des gens qui fonctionnent extrêmement bien en full remote. Je ne parle pas juste de productivité de leur Ouais, job, bien sûr. c'est même en termes d'épanouissement personnel en fait. Et puis d'autres vont pas bien fonctionner. Mais Donc on arrive dans un peuvent monde être des gens complètement- très performants dans leur job par ailleurs, mais si vous les mettez en full télétravail, ils vont pas être bien, même pas bien eux personnellement en fait. Et donc c'est des sujets qui font que ouais, on C'était peut pas. souvent ceux qui fonctionnaient très bien qu'en présentiel. Non mais c'est vrai, c'est comme si en fait il y avait un retournement de situation. C'est-à-dire que les critères ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous le ressentez au quotidien dans les offres d'emploi que vous voyez passer chez Clever Connect? Je pense qu'en fait ça c'est pas encore totalement, à mon avis, Établi, quoi. non établi. Ouais. Non. Parce qu'en fait finalement une offre d'emploi c'est hyper stratégique. En fait on a le sentiment en fait que c'est simplement une petite annonce qui est diffusée par-ci par-là pour toucher tel ou tel candidat, mais en fait c'est ultra Oui. stratégique. À l'intérieur il y a tout ce qui est l'ADN de l'entreprise, il y a tout ce qui est le chapeau, la vente en fait de l'entreprise, de la marque. Alors ça c'est un sujet sur lequel je pense que vous travaillez beaucoup, mais c'est vrai que je dirais qu'on est encore très 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 loin de ce qu'il faudrait sur ces offres d'emploi. Je crois que quand même on a encore 90% des offres d'emploi qui sont une vision assez technique, assez ce qu'on appelle job Pragmatique, description interne, mais en fait je dirais, on est dans l'e-commerce, dans le digital, enfin tout se passe sur le digital et c'est de l'e-commerce. L'e-commerce c'est il faut avoir donné envie, il faut avoir... alors c'est pour ça que par exemple on parle beaucoup maintenant et c'est aussi très très intéressant, ça augmente considérablement les retours candidats d'offres d'emploi augmentées avec des vidéos dedans, avec la marque employeur dedans. Une offre d'emploi qui est juste du texte, c'est sûr que ça va de moins en moins marcher. Alors qui est juste du texte et surtout qui est le même texte depuis 15 ans, mais Et le même plus texte. en phase Et le même avec texte, les avec- besoins du recrutement. Voilà, avec des mots que comprennent pas forcément les candidats, qui ne parlent Ouais. pas forcément aux candidats, qui parlent peut-être à l'interne, mais pas aux Mm. candidats. Donc ça, c'est un gros sujet. Et vous avez raison. Ah oui, de- c'est intéressant, qui parle à l'interne, donc ça veut dire Ouais. qu'il faudrait peut-être faire appel à des externes pour justement Oui, je pense que réécrire. le regard externe est hyper intéressant. Ouais, ok. Euh, Un peu et comme c'est- si on fait appel aujourd'hui à un SEO quand on veut écrire du contenu sur Exactement. Google. La même chose. Exactement. Ben oui, en fait, c'est C'est du presque market, ça. c'est l'e-commerce en fait. Bien sûr. L'e-commerce, c'est pas du commerce de personnes, heureusement, mais bien c'est sûr. dans l'esprit, dans la technologie, les techniques, marketing, etc. C'est l'esprit de l'e-commerce. Alors, qu'est-ce que vous faites justement dans cet esprit? Est-ce qu'il y a des innovations qui vont arriver en cette fin d'année chez Clever Connect pour agréger finalement les outils du marketing RH? Qu'est-ce que vous allez mettre à Alors, disposition nous, il y a des un recruteurs dans les mois qui sujet viennent? qu'on a déjà mis à disposition, qu'on a commencé à déployer sur un ensemble de clients, qui nous paraît Faites-nous extrêmement... rêver, Marco. Un sujet qui nous paraît extrêmement important, qui est absolument stratégique. On a commencé à déployer sur pas mal de clients. C'est ce qu'on appelle les sites carrières intelligents. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les sites carrières sont des points d'entrée pour les candidats. Pour postuler, il faut passer généralement par le site carrière. Mais ces sites carrières ont pas mal évolué dans les 10 dernières années. Il y a eu effectivement un peu de marque employeur, il y a eu pas mal de contenu dedans, mais ils ne sont pas conçus pour véritablement convertir les candidats.
Et donc On on a parle un bien de problème. parcours candidat là. C'est des parcours candidats. Un exemple, on parlait tout à l'heure des offres d'emploi. Souvent, les candidats arrivent, par exemple, qui étaient sur un job board avant, qui étaient sur Google avant, ils arrivent finalement sur directement la page de l'offre d'emploi et la page de l'offre d'emploi ne comprend pas de marque employeur, souvent. Voilà, donc c'est pas que des parcours, c'est aussi la manière dont tout est structuré et conçu. Et donc, on a en gros moins de 5% des visiteurs de ces sites carrières qui deviennent des candidats. Donc, c'est vrai que par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'extrême pénurie en candidats, il y a deux manières de résoudre le problème. Une première manière, c'est dépenser beaucoup plus d'argent pour faire venir des gens. Mais il y a quand même une manière qui Sur la me brique paraît... attractivité. Voilà, sur la brique attractivité. Mais il y a une deuxième manière qui me paraît absolument nécessaire et évidente, c'est de se dire, mais comment je fais pour que mon site carrière convertisse en fait. Mhm. Et donc, Les deux sont liés généralement. les deux sont liés, mais je pense qu'il y a beaucoup de focalisation. Donc, ça ne sert à rien de faire venir des tonnes de gens pour ensuite les perdre derrière dans le site carrière. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas de budget sur l'attraction de talent. Hein. C'est Je veux dire, il y a 70% des boîtes qui dépensent 0 € pour diffuser une annonce emploi. Ça, c'est vrai aussi, oui. Donc, du coup, peut-être qu'on rentre dans un monde où l'attractivité des talents va devenir un Payante. enjeu business. Payante. Un enjeu business où finalement, si tu veux vraiment avoir de la qualité dans ta data, il va falloir commencer à payer. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Et donc cet exemple de site carrière intelligent, de faire des parcours personnalisés qui sont avec plus de marques employeurs, avec des parcours beaucoup plus optimisés, on arrive quand même à multiplier par 2, par 3, par 4 le nombre de candidats avec les mêmes budgets d'acquisition. Donc c'est quoi en fait? C'est une construction de A à Z d'un site carrière totalement? C'est en fait une plateforme. En fait, on va basculer sur les sites carrières qui étaient faites un petit peu, je dirais, sur mesure. On va basculer vraiment sur de la plateforme logicielle dans lequel on va pouvoir rentrer les contenus, etc. Mais ça va devenir des outils industriels. En fait, c'est le WordPress du site carrière, en gros. C'est une vitrine qui va se rattacher au site existant. Qui va en fait rentrer dans le site existant, Une extension. qui va gérer tous les process de candidature, les process d'interaction avec les offres d'emploi, voilà, enfin c'est tout le process, toute la partie disons un peu technique, un peu complexe du process, ça doit s'industrialiser sous forme logicielle. Et ensuite on peut y mettre autour un ensemble de contenus, un ensemble de pages qui sont finalement de l'habillage. Smart Recruiter par exemple, grosse levée de fonds annoncée hier. C'est un peu la voie qu'ils abordent justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous en pensez quelque chose? Je pense que Smart Recruiter, c'est un acteur avec lequel on travaille beaucoup en partenariat, qui est une belle boîte, qui effectivement, eux, ils font surtout leur levée de fonds pour continuer leur ambition, qui est une ambition mondiale. Et donc c'est une belle opération, mais avec, je dirais plutôt une focalisation sur ce développement mondial en fait. Alors on a parlé du zéro innovation dans les RH depuis des années, c'est ce qu'on vient de se dire. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment on peut réussir à se démarquer entre job boards? Qu'est-ce qui fait que du coup Clever Connect est différent de Région Job? Alors je cite Région Job parce qu'on les aime bien, mais n'importe quel autre quoi. Bon, nous, en fait, qu'est-ce qui nous différencie? Il y a plusieurs éléments qui, je pense, nous différencient fondamentalement. Le premier élément, c'est qu'on est aujourd'hui vraiment l'éditeur de toute une suite logicielle, donc qui va depuis l'attraction jusqu'à la conversion et aussi l'évaluation, comme on parlait tout à l'heure d'entretien vidéo différé. Donc, on devient aujourd'hui un partenaire de nos clients pour faire cette transformation dont on a parlé, complète de ce process de devenez recrutement. un outil finalement et c'est très important d'accompagnement. C'est très important on peut avoir effectivement des impacts avec ce qu'on appelle nous des point solutions, c'est-à-dire des solutions qui vont améliorer une partie de ce process, sauf que dans le monde de demain, il faut qu'on crée des expériences candidats qui sont des expériences candidats remarquables, personnalisées, et ça nécessite d'interconnecter toutes ces briques entre elles. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation non plus sur la fonction RH? C'est-à-dire que dans les entreprises, si demain vous laissez cet outil à disposition des recruteurs, est-ce que les recruteurs auxquels vous donnez accès à ce type d'outils vont pouvoir utiliser cette fonctionnalité? Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir également en fait, de la formation Oui. Il y a toute une brique en fait, qui n'existe pas sur la fonction RH aujourd'hui de marketing RH.
C'est vrai. On les c'est vrai. oblige en fait à faire du marketing RH, mais ils ne savent pas C'est en vrai, faire parce que c'est ça vrai, fait c'est pas vrai, partie c'est de leur. vrai. Oui. de leur- C'est vrai, c'est un des sujets parce qu'on voit que de temps en temps, on pousse, nous, dans des grands groupes, des innovations et ça prend pas mal de temps pour avoir créé en fait l'adhésion, l'adhésion au changement. Donc il y a un besoin de... Et c'est normal puisque c'est Oui, des bien professionnels sûr. de RH, de recrutement, mais c'est pas... dedans, il y a tout cet aspect on a parlé qui est du marketing RH. Mhm. C'est du marketing en fait. Donc Bien sûr. c'est des nouvelles compétences. Non, mais c'est important de le soulever parce que nombreuses sont les personnes dans notre secteur qui pensent que le marketing RH existe depuis des années. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez pas le faire avant avec les outils qu'on a. Bah, c'est comme par exemple, on parlait tout à l'heure du SEO. Ouais. Il y a beaucoup de boîtes qui, malgré tout, n'ont pas les compétences en interne pour faire du très bon SEO, donc ils se font bien sûr. accompagner. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que tout va se faire en termes de en formation en fait interne. Je pense que c'est un mix entre la montée en compétences en interne et effectivement des accompagnements par des acteurs comme vous qui vont pouvoir effectivement leur permettre de... Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Marco, lorsqu'on propose une solution macro, qui est selon nous très intelligente parce qu'elle accompagne de A à Z, mais si une entreprise a besoin d'être accompagnée que de W à Z, qu'est-ce qu'on vend quoi? Une partie d'un outil, un package? Généralement, on ne fait pas la Voilà. transformation. C'est une transformation qu'on ne fait pas disons, en Pour one 10%. shot global Oui. immédiatement. En fait, on démarre par un bout de la chaîne Et qu'on tu va améliorer. incorpores, On fait d'ailleurs nos incorpores. preuves sur ce Ouais. bout de la chaîne. On crée du résultat, on crée de la performance et du coup, on arrive à justement créer l'adhésion à une transformation beaucoup plus globale chez nos clients. Donc Alors, on intègre du conseil, pardon Jérémy, mais du coup on intègre, est-ce qu'on peut dire qu'on intègre pour la première fois du conseil dans un job board? Bah, nous, on accompagne C'est un véritable beaucoup, conseil, hein. on accompagne beaucoup nos clients aujourd'hui en fait avec des conseils. Alors on est aussi d'ailleurs, on se rapproche de grandes. Alors ça c'est pour des entreprises de taille intermédiaire ou des petites entreprises. Donc là on essaie de leur faire disons, des conseils. Après quand on est sur des très grosses entreprises, on travaille de plus en plus avec des très grandes boîtes de conseils aussi en partenariat parce qu'on peut pas, nous on n'est quand même pas non plus une boîte Bien de sûr. conseil, on est une boîte de technologie. Donc on crée des partenariats avec des très grosses boîtes de conseil. Vous offrez finalement le SaaS, vous offrez en fait la possibilité de paramétrer en fait les différentes activités de marketing. Et puis derrière, cette boîte-là, cette entreprise peut avoir son agence de conseil, par exemple, qui va Exactement. lui écrire ses contenus, qui va paramétrer en fait certains événements avec vos outils, etc. Voilà. Généralement, enfin, on a 3 types de partenariats en fait. Si on travaille par exemple avec une grosse entreprise, on a 3 types de partenaires. On a généralement un partenaire qui est une agence de com RH qui elle va travailler sur le contenu de marque employeur et sur la création d'un certain nombre de contenus spécifiques. On a souvent maintenant dans les très grosses boîtes un partenariat avec une boîte de conseil qui va faire, disons, du project management, de l'accompagnement au changement, etc. Et on a un partenariat avec l'opérateur du SIRH avec lequel la solution doit s'intégrer. Très clair. Donc on est sur des Donc, ça met schémas beaucoup collaboratifs. de temps à Mm. se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre métier, c'est un C'est pour ça métier qu'il de faut s'y mettre tout de patience. suite. Parce que comme ça prend du temps, il faut démarrer rapidement. Mais vu que c'était déjà en cours avant le Covid, vous avez peut-être déjà gagné du temps. On a déjà gagné du temps, mais il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui sont pour l'instant pas en train de traiter cette Un transformation. déploiement de ce type d'outil, vous l'envisagez pour quand? En Le type total, tu veux dire Un équipement total en fait du RH, vous l'envisagez pour quand? en général, avec nos clients avec lesquels on accompagne de manière globale, c'est des process qui ont duré à peu près 24 mois entre le D'accord, donc démarrage, le début sur D'accord. des premières briques et puis le fait de vraiment transformer le process de Donc c'est recrutement déjà dans sa possible à globalité. 100%. Ok. Voilà. Ok, Très bien. très clair. Merci beaucoup Marco, cet échange fut très instructif. Merci à Merci vous. Est-ce beaucoup. qu'on peut rajouter un mot de la fin? Marco, un petit mot de la fin. On sait que c'est important la fin d'année dans notre secteur, donc on vous souhaite une excellente fin d'année. Ouais, Et puis, merci de m'avoir accueilli et avec alors je vous vois puis le fond magnifique de Paris, de la Tour Eiffel, ouais. de la Tour Eiffel, non mais en tout cas bravo pour cette initiative de chaîne Alors, c'est pour ça que je vous disais bientôt sur Netflix, tout le monde pourra en profiter. Ouais, on a Ouais, quelques discussions. Il faut qu'on s'améliore, mais oui, c'est en pourparler. Merci beaucoup Merci, Marco, à très bientôt. vite. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays.
Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.